Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier M. Bezgotchin d'avoir eu la vision d'organiser ce genre d'événement durant une semaine. On a eu d'excellentes aussi discussions avec Jenny Fauveau et puis aussi remercier Sandrine Bussard qui a organisé de manière excellente avec nous. Et il y a une personne que j'aimerais remercier de la Banque cantonale de Genève, c'est M. Torgeman. Le siècle passé, c'est en 1998, je voulais retourner à l'école, faire un MBA aux États-Unis. Puis j'avais besoin d'une somme, 32 000 francs pour être honnête, donc si vous mettez l'inflation, vous voyez ce que ça faisait à l'époque. Et je suis valaisan. J'ai fait le tour de toutes les banques pour demander des prêts. Tout le monde m'a dit non. Et je suis venu à la Banque cantonale, vous voyez le truc, puis M. Torgeman a dit oui. C'est grâce à lui que j'ai pu aller aux États-Unis, me former. Et c'est aux États-Unis que j'ai découvert que dans le monde des énergies, il y avait une vue qui était américaine, il y avait une vue qui était anglaise, et toutes les informations étaient en anglais. Il n'y avait rien qui était en français. Et puis, pour faire un tennis aux États-Unis, si vous voulez jouer au tennis, vous prenez votre gros véhicule, un gros pick-up, truc, vous faites 2 heures de voiture puis pour aller, puis 2 heures de retour, donc l'énergie ne compte pas. Puis je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Puis c'est en 2000 que j'ai commencé à étudier en profondeur les coulisses du monde de l'énergie. Et puis quand je suis revenu en Suisse, en Europe, je me suis dit, il faut qu'il y ait des informations qui soient en français, avec une opinion européenne ou suisse, avec une vue qui soit spéciale. Donc j'ai commencé à publier mes articles, c'était en 2008, sur un site qui s'appelle 2000watts.org, et puis ensuite dans les médias, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les coulisses du monde de l'énergie. Alors certainement que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre d'aspect, et c'est pour ça que je trouve intéressant de vous le présenter. C'est qu'est-ce que l'énergie? Ensuite, je vais vous parler rapidement des énergies fossiles pour arriver très rapidement sur la réelle politique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sandrine m'a demandé d'envoyer la présentation le 11 septembre. Je trouvais la date intéressante. Donc, je lui ai envoyé ma présentation le 11 septembre. On est le 21, 2, tout augmente. Et je lui ai dit hier soir, j'ai dit, écoute, je vais refaire ma présentation parce qu'il s'est passé tellement de choses dans l'espace de 10 jours que je ne peux pas présenter ce qui s'est passé. Enfin, l'état de l'art, c'est pour dire à quelle vitesse ça évolue. Et puis ensuite, un petit point sur l'avenir. Pour le pétrole, il est essentiellement utilisé dans le domaine de la mobilité. Première colonne, c'est l'industrie. Alors l'industrie se chauffe en général pour l'acier, pour produire de l'acier, pour produire du béton, mais également on a besoin de gaz pour produire du plastique et pour produire de l'engrais. Ça, c'est les grands piliers de notre économie. Pour nous, habitants, donc le résidentiel, on fait quoi? C'est souvent du chauffage qu'on a besoin, puis d'électricité. Et l'agriculture, c'est essentiellement, j'ai besoin de diesel pour faire tourner mes machines et d'électricité. Et le commerce, c'est ce qui se passe en Suisse, c'est essentiellement d'électricité en majorité. Si on regarde sur une période assez longue, depuis les années 60, on s'aperçoit que le pétrole et le gaz, ça représente toujours une part de 80% de l'énergie qu'on consomme. Oui, on dit, ouais, on fait des efforts. Non, on a toujours 80% entre le pétrole et le gaz. Donc, c'est les deux plus importants. Et on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Ce qui est très intéressant avec les énergies renouvelables, c'est qu'elles ne font pas diminuer la consommation de pétrole ou de gaz. Ça se cumule par rapport à ce qu'on utilise. Donc, on utilise toujours de plus en plus d'énergie. Et à tel point que, là, vous avez le graphique par personne à travers le monde. Voilà, en Europe, oui, on utilise un petit peu moins d'énergie, mais dans le reste du monde, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, on commence à utiliser plus de gaz et de pétrole. Alors, le charbon est arrivé dans les années 1800. C'était la première énergie qu'on a à disposition pour faire de la vapeur, pour faire aussi avancer les trains. Et puis, c'était un muscle qu'on avait aussi, qu'on avait à disposition. Il faut savoir que le charbon, on le trouve dans 6 pays dans le monde. Ça représente plus de 80%. Et c'est essentiellement utilisé en Chine et en Inde.
Les prix du charbon, ça a fortement toussé durant la période du Covid. Puis maintenant, ça s'est redescendu, c'est redescendu, mais voilà, comme j'ai dit, le 50% du charbon est utilisé par la Chine et le 71% de son électricité est produit à base de charbon. Et au niveau de la géopolitique, c'est assez simple, c'est deux pays qui se tapent dessus pour savoir qui va avoir accès au charbon. Il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que l'Europe s'est dit « Ouh, il ne faut surtout pas utiliser du charbon », donc ils sont allés voir en Afrique du Sud, ils ont proposé 10 milliards à l'Afrique du Sud de prêts, alors je ne sais pas quel est le taux, pour dire « Écoutez, on va vous encourager à utiliser moins de charbon parce que ce n'est pas bon pour le climat ». Et puis en 2022, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que la France, l'Angleterre et la Hollande ont pris le charbon qui était en Afrique du Sud pour le consommer eux. Donc il y a un transfert. Donc c'est assez intéressant de voir la géopolitique entre ce qu'on dit et ce que l'on fait. Ensuite, dans les années 1880, 1890, il y a un truc qui est sorti de la Terre, ça s'appelle le pétrole. Et ce pétrole, il est localisé dans très peu de pays. C'est 50% dans 8 pays. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un cartel qui s'est créé, qui s'appelle l'OPEP, c'est le cartel du pétrole, pour essayer de vendre les prix un peu plus élevés. Mais il y a 2 semaines dernière, quelque chose a changé que je vous parlerai après. Au niveau des prix du pétrole, alors vous voyez, depuis les années 1950, tout au fond là-bas, c'était un encéphalogramme plat. Et puis depuis les années 2005, on voit que c'est un encéphalogramme qui fait en haut, en bas, en haut, en bas. Ça veut dire quoi pour les entreprises? C'est devenu un yo-yo, et on ne sait pas à quel prix va être le pétrole dans X semaines, X mois. Donc moi, si je dois investir et je dois dire je vais construire une installation, est-ce que c'est rentable ou pas? Donc maintenant, il y a pas mal de gens qui disent « Ok, on va vivre avec ce qu'on a en stock, on ne va pas faire des recherches supplémentaires. » Et puis, c'est pour ça qu'on a ce yo-yo, et ça monte, ça descend. Aujourd'hui, j'ai regardé, on était à 94 $ le baril, on était à 85 $ il y a une semaine, 10 jours en arrière. Ça monte, sous la pression maintenant de 2 pays, c'est l'Arabie Saoudite et la Russie. Dans les années 70-73, on a eu un choc pétrolier. Ce choc pétrolier, c'était les pays justement de l'OPEP qui s'étaient dit on va faire un blocus, et puis le pétrole est passé de 1 $ le baril, 1 $ pour 150 litres, hein, c'est rien, puis c'est monté à 10 $. Waouh! Et il a fallu trouver des solutions. Et ces solutions, c'était quoi? C'était le gaz qui est arrivé, le gaz méthane, puis après le nucléaire. Donc ça devait être des outils qui nous permettaient de sortir du pétrole. Et le gaz méthane est surtout utilisé dans la pétrochimie, donc plastique, engrais, énormément, c'est ce qui est à la base de l'engrais, les fertilisants bien sûr, mais également tout ce qui est pour chauffage, donc tout ce qui est aciérie, béton, qui sont les bases de notre économie. Et puis, petit problème, c'est que les 2/3 du gaz dans le monde se trouvent dans 6 pays. Donc si vous voulez faire les commissions, c'est assez simple. Vous n'avez pas besoin d'aller faire le tour du monde, vous avez 6 pays. Le prix du gaz, vous le savez, l'année passée a fortement augmenté sous la pression de la Russie. Hein. Beaucoup de gens disent oui, mais il y a eu nous avons eu la guerre en Ukraine, c'est ce qui a débloqué. Non. Le prix du gaz a fortement augmenté avant la guerre en Ukraine, ça s'est exacerbé par la suite, mais c'était fortement prévisible que le prix du gaz allait augmenter. On le savait depuis des années. En fait, on arrive à un plateau de production, puis simplement parce qu'il y a moins de gaz sur le marché, plus de clients, les prix augmentent. Alors, qu'est-ce qui va passer cet hiver? Aucune idée. Alors là, et si quelqu'un a une idée, je ne sais pas si c'est la bonne. Cet hiver 2023, au mois de janvier-février, on a eu du bol parce qu'il a fait super chaud. Cet hiver, s'il va faire beau, s'il va faire super froid, ça va coincer. S'il va faire chaud, ça va être bon. Il faut savoir que les stocks de gaz en Suisse, c'est néant. Et les stocks de gaz, par exemple, qui sont en Allemagne, où c'est les plus grands, maintenant ils sont pleins à 100%, plus ou moins, c'est 2 mois de stock. Donc 2 mois, ça fait, si on coupe à partir du mois de décembre, c'est décembre, janvier, 1er février,
Il va falloir vous chauffer. L'électricité. Ce qui est très intéressant quand on parle d'énergie avec les gens, c'est que la première chose, quand on parle d'énergie, là je vous ai dit, 80% c'est du gaz et du pétrole, tout le monde saute sur l'électricité. Et la conversation, c'est que l'électricité, alors qu'on s'en fiche d'électricité. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'électricité? C'est parce que l'électricité, j'arrive à la toucher, j'arrive à la voir. Je sais qu'il est fait dans un barrage en vallée, sur mon toit avec mes panneaux solaires, où je vois une éolienne quelque part, ou bien il y a un truc. Voilà. Donc j'arrive à le voir, j'arrive à le toucher, c'est dans mon pays, c'est chez moi. Alors que le pétrole, le gaz, c'est dans un pays qui se trouve lointain. Donc mon cerveau n'arrive pas à faire la connexion entre l'énergie plus c'est loin. Donc on parle que d'électricité, qui n'est que 20% d'énergie. Et ce n'est pas là le problème. Il faut savoir aussi que l'électricité, c'est utilisé par le tertiaire, donc les entreprises de services. En Suisse, on a énormément d'entreprises de services, et donc au lieu d'être à 20% de moyenne, on est à 26% de moyenne. Et ce n'est pas improbable qu'en utilisant moins de pétrole et moins de gaz, que l'Europe entière va devoir utiliser plus d'électricité, délocaliser ses industries pour se mettre dans des entreprises de services, notamment s'occuper de soins, de personnes qui sont plus âgées, qui sont à la retraite, ou bien d'autres, des voyages, etc., mais à base d'électricité. Le prix de l'électricité, c'est aussi une catastrophe. Ça fluctue, c'est ingérable cette histoire-là. Je vous donne un exemple. Au mois de juin, cette année, je crois que c'était le 13 juin, de mémoire, entre 14h et 16h, le prix était de moins 6 centimes. Ça veut dire que si vous produisez de l'électricité, vous deviez payer 6 centimes à quelqu'un pour qu'il l'achète, pour qu'il la détruise. C'est ballot, hein? 2 heures plus tard, entre 18h et 20h, le prix était de 8 centimes. Donc le prix fluctue dans la journée. Le prix fluctue dans la journée. Ce qui peut arriver, c'est que si vous avez des panneaux solaires, et puis vous produisez durant la journée, ça veut dire que vous devriez payer pour que quelqu'un utilise votre électricité. Et puis le soir, quand vous rentrez à la maison, il n'y a plus de solaire, vous devez payer pour acheter l'électricité. Ce qui pose aussi comme question, là vous avez les prix qui sont prévus sur la bourse, hein, mais c'était aussi il y a quelques jours. On voit que le prix descend jusqu'en 2025, 2026, 2027 aussi. La question c'est, si je dois construire une centrale pour produire l'électricité, est-ce que je vais rehausser un barrage? Est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? On ne sait pas. Quel sera le prix de l'électricité dans 5 ans? Est-ce que l'électricité sera gratuite? Est-ce qu'elle sera chère? Est-ce qu'elle sera moyenne? Personne n'a la réponse. Juste pour vous donner une information, c'était que dans les années 2005-2015, tout le monde voulait vendre des barrages parce que ça ne rapportait rien du tout. Le prix de l'électricité était à 4 centimes, on s'en débarrassait. Et puis maintenant, quelques années plus tard, on est monté l'année passée jusqu'à 50 centimes ou 80 centimes le kilowattheure. On va passer maintenant dans les coulisses d'énergie. Alors, il y a les grandes puissances. Les grandes puissances, c'est quoi? C'est les pays qui ont l'arme atomique. Donc, qui utilisent aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. C'est notamment la Chine, c'est notamment l'Europe et c'est notamment les États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'on voit une course à s'accaparer cette énergie, et puis celui qui n'arrivera pas à suivre aura perdu. Parce que l'énergie est à la base de l'économie, Thomas l'expliquera après, et sans énergie, vous n'arrivez pas à produire autant. Donc on assiste à cette course entre les pays, et puis on voit émerger 3 grands acteurs. C'est l'Inde, la Chine et les États-Unis. La Chine, très peuplée, puissance économique. L'Inde, qui devient le pays le plus peuplé au monde. Et puis les États-Unis, on connaissait. Alors, il y a quelques jours, les BRICS, c'est donc les pays, dans l'ordre Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ils avaient fait un petit groupe déjà, c'était pour être en contrepoids du G7. Le G7, c'est les économies riches, les 7 plus grandes économies du monde, et puis après vous avez aussi le G20, qui est les 20 pays les plus puissants économiquement du monde.
Donc eux, c'était un peu pour faire le contrepoids. Puis ils se sont dit, mais si on rajoutait des membres? Alors il y a une quarantaine de pays qui se sont dit, mais nous, on aimerait participer à votre groupe, à votre club. Et ils en ont pris 6. Et ils ont pris qui comme pays? Ils ont pris l'Arabie Saoudite, ils ont pris les Émirats Arabes Unis. Ça vous dit quelque chose? Le Brésil, c'est tous des pays qui ont beaucoup de pétrole. Et pas que. Il y avait également l'Éthiopie. Pourquoi? L'Iran aussi, oui, l'Iran. Parce que, un, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont du lithium, ils ont des terres rares. Le message, il est assez clair. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, vous commencez à avoir des échanges. L'Iran vend son pétrole et son gaz avec la monnaie chinoise à la Chine, vend son pétrole en roupies à l'Inde, donc on ne passe plus par le dollar, hein, qui était la monnaie d'échange. La Russie vend son diesel en Argentine avec du yuan chinois. Vous avez ces échanges qui sont en train de se faire. Et pourquoi c'est intéressant pour les pays extracteurs? C'est parce que le G7, typiquement avec la guerre avec la Russie et l'Ukraine, a dit maintenant, la Russie, vous n'avez plus le droit de vendre le pétrole en dessus de 60 $ le baril, sinon on vous punit, quoi. Mais les autres pays se sont dit, mais s'ils peuvent faire ça à la Russie, ils peuvent faire ça à nous, quoi. Donc comment faire pour éviter que moi, si je prends une décision qui n'est pas dans la volonté d'un pays, comment est-ce que je peux éviter cette... Donc du coup, ils se sont mis dans un club. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Les grandes puissances, c'est l'accès à l'énergie. Et aujourd'hui, la Chine, par exemple, elle a accès à plus de la moitié du pétrole qui est extrait dans le monde. Et puis tout ce groupe, en fait, des BRICS, c'est 42% du pétrole au niveau du monde. C'est pratiquement un quasi-monopole sur les terres rares. Les terres rares, donc, c'est tous les métaux qui sont utilisés notamment dans les énergies renouvelables, autant des panneaux solaires que de l'éolien. Mais c'est également le lithium. Le lithium, vous connaissez, pour les batteries. Donc on a un changement qui est en train de s'opérer. On a également un plateau de production qui est annoncé. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce que je repense, je cite les grandes agences, l'Agence internationale de l'énergie, qui est payée par les pays de l'OCDE, qui était fondée par les pétroliers dans les années 70, donc c'est pas les plus, comment dire, ils ne sont pas très, très à gauche. Hein. Puis Rystad, qui eux, c'est les pétroliers purs et durs, vous avez BP et Shell, qui disent, point de vue pétrole, ça va commencer dans les années 2026-2030. Là, vous aviez un énorme article il y a une semaine en arrière dans le Financial Times qui était en première page pour dire le pétrole, ça va commencer à partir de 2030. Il faut savoir aussi qu'un des problèmes que l'on a, c'est qu'on a le schiste américain, le pétrole de schiste. Ce pétrole, c'est grâce à lui, depuis 2008, qu'on a réussi à augmenter la production pétrolière, la consommation pétrolière dans le monde. Par contre, je n'ai pas du champagne ici malheureusement, le pétrole, vous avez différentes qualités. C'est comme le vin. Et avec certains pétroles, du pétrole lourd, vous pouvez faire du diesel, vous pouvez faire du kérosène. Et le diesel et le kérosène, c'est quoi? C'est le champagne. C'est la meilleure qualité de pétrole et c'est dans un condensat. Par exemple, si vous avez du diesel, vous prenez ça dans le kérosène et puis vous pouvez voler pendant 50 km. Si vous prenez de l'essence, même chose, vous faites ici jusqu'à Nyon. Donc la richesse est moins grande. Avec le pétrole de schiste aux États-Unis, vous faites du plastique, vous ne faites pas du diesel. Donc la qualité est tellement mauvaise qu'on ne peut pas en faire du pétrole riche. C'est en train de s'épuiser aux États-Unis. Et puis le plan B qu'on avait, c'était de dire, mais il y a la même quantité de pétrole de schiste, mais qui se trouve en Sibérie et dans l'Arctique. Le problème, c'est qu'on a fait la guerre à la Russie. Donc Exxon, BP et tous les grands pétroliers sont retirés de Russie. Puis maintenant, on n'aura plus accès. Il y a toujours autant de pétrole qui se trouve en Sibérie, mais on n'a plus l'accès parce qu'il n'y a pas la technologie et on ne peut pas pour le faire. Donc la question, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire le lien entre l'épuisement du pétrole de schiste qui est aux États-Unis, qui est maintenant, ça fait depuis 6 mois que c'est en train de descendre alors que les prix augmentent. Grande question. La situation européenne.
Avant, au siècle passé, on avait accès au pétrole qui venait du Moyen-Orient. Ensuite, les Chinois sont arrivés. On était protégés par les Américains. Les Américains disaient, mais Européens, vous pouvez quand même avoir. Mais au bout d'un moment, les Américains, ils se sont dit, ouais, allez voir avec les Russes. Donc on est parti sur la Russie pour le gaz et le pétrole. Donc du coup, les Américains se partageaient le pétrole du Moyen-Orient avec les Chinois, les pays de l'Est, puis nous, on était contents avec la Russie. Maintenant, vous connaissez la situation. Donc la question, c'est est-ce que nous, on est capable de retourner vers le Moyen-Orient? Mais les Chinois, il faut leur demander leur avis, mais ils ne sont pas du tout de cet avis-là, quoi. Ce qui est très intéressant, par exemple, en Irak, les États-Unis avaient eu la guerre en Irak. Il faut savoir que pratiquement la totalité des gisements qui sont en Irak aujourd'hui sont exploités par des Chinois. Donc ils ont foutu dehors les Américains. Donc les Américains, eux, se réfugient dans d'autres pays, amis, puis nous, l'Europe, on se retrouve un peu dépourvus quand l'hiver fut venu. Point de vue du gaz, vous avez exactement la même situation, et ça a été voulu par Bruxelles, qui avait imposé des lois un peu étranges. C'est qu'on avait l'interdiction de faire des contrats sur long terme pour acheter du gaz, par exemple, ou du pétrole. On devait acheter au jour le jour, alors que si vous voulez faire un investissement, si vous voulez faire un gisement pétrolier, vous devez payer, je ne sais pas, 1 milliard, 2 milliards. Vous dites, moi je veux un client qui me rassure de racheter mon truc pendant 10 à 15 ans, sinon je ne le fais pas. Et les Européens se sont tirés une balle dans le pied. Donc ce qui va se passer, certainement, c'est que, comme je l'ai dit avant, l'Europe va fortement s'électrifier. On a réussi à passer cet hiver avec le gaz. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont parties aux États-Unis ou en Chine. C'est là où le gaz est moins cher, où l'électricité est moins chère. Donc on a une désindustrialisation. Puis maintenant, vous avez un gros truc qui est assez intéressant. C'est qu'il y a 2 semaines en arrière, au salon de Munich, l'automobile, 40% des exposants de voitures étaient chinois. Donc on voit que la main-d'œuvre européenne pourrait se faire, comment dirais-je, aspirer par les emplois qui sont faits en Chine. Puis maintenant, vous avez également une grève aux États-Unis sur les 3 grands producteurs automobiles, où ils demandent des salaires plus élevés. Et là, ça va être compliqué pour eux. Maintenant, je n'ai pas parlé de réchauffement climatique, parce que c'est pas... moi, je ne parle que d'énergie. Mais on a affaire à des comportements différents. Jusqu'à 2 ans en arrière, on était à il faut faire attention à l'utilisation d'énergie parce qu'on en a moins, puis 2, à cause du réchauffement climatique. Sans que vous vous êtes aperçu, peut-être certains vous êtes aperçus, on est passé de ce truc-là à comment est-ce que je m'adapte. Cet été et l'été passé, c'était de se dire, il fait 35 degrés dehors, il fait 30 degrés la nuit, comment est-ce que je vais dormir? Est-ce que j'ouvre la fenêtre? Est-ce que j'achète une clim? Est-ce que j'achète un ventilateur? Est-ce que je vais mettre la tête dans le frigo pour dormir? Donc, je m'adapte. J'ai une cave, il vient d'avoir un orage absolument comme on a les orages maintenant. Comment est-ce que je vais vider l'eau dans ma cave? Vous êtes aperçu cet hiver, c'est le prix de l'électricité a augmenté, comment est-ce que je vais faire pour utiliser moins d'électricité? Le prix du gaz a augmenté, comment est-ce que je vais faire? Donc on est maintenant dans une ère d'adaptation. Donc fini, on va utiliser moins on commence qu'on s'adapte au jour le jour. Et vous avez des entreprises, c'est la même chose, c'est comment est-ce que je vais m'adapter au prix qui augmente. La phase qui va venir suivante, c'est comment est-ce que je vais gérer la pénurie. Alors ce que je viens de vous dire, c'est compliqué pour le cerveau à comprendre. Parce que déjà, c'est loin, en temps. Tout ce qui n'est pas un horizon que je peux toucher la semaine prochaine, le mois prochain, c'est trop loin. Donc là, je vous parle de 2 à 3 ans, 4 ans. Là, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie dit pour 2030, vous voyez, c'est dans 7 ans, donc c'est trop loin. Donc le cerveau n'arrive pas à comprendre. C'est comment est-ce qu'on va faire cette gestion de la pénurie. Il faut savoir que, et je reviens pour faire la boucle, c'est que c'est donc une accaparation des matières premières par les grandes puissances, et donc ça va être les États-Unis, ça va être l'Asie, et nous, l'Europe au milieu, on est moins bien, pour l'instant. Donc,
Au niveau des entreprises, l'excellence énergétique, pour reprendre le thème, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne pas se laisser paralyser par les peurs et les craintes. Je vous ai certainement dit des choses et votre cerveau a dit « non, non, mais c'est faux, non, non, mais… » Et puis vous allez, dans votre cerveau, peut dire « non, mais moi, je veux continuer à aller en vacances là-bas et puis je veux continuer à faire ça. » Et puis voilà, ça, c'est ce que le cerveau dit. Et si vous allez au-delà de ce que votre cerveau vous dit, vous dites « mais… » ouais, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Je vous donne un exemple. Ça fait au moins 5 ans qu'on dit que ça allait coincer au niveau du gaz. Alors il y a des entreprises qui sont venues me voir, j'ai dit, essaye de sortir du gaz le plus rapidement possible, quoi. Vas-y en séquence, quoi. Pas tout d'un coup, mais vas-y. Le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité a fortement augmenté. Mais c'était prévisible. Si vous n'aviez pas bloqué les prix d'électricité, c'est votre faute. Tout le monde le savait. Quel rôle a joué votre cerveau là-dedans? C'est s'adapter et puis c'est anticiper. Là, je vous ai donné des informations. Vous prenez ce que vous aimez, je ne suis pas là pour vous convaincre, vous prenez ce que vous aimez et puis vous laissez le reste. Mais est-ce que vous, dans votre entreprise, il y a des choses que vous pouvez dire, OK, parce qu'on sent qu'il y a un point de bascule maintenant, hein. C'est assez évident, on le voit. Hein. Quelles sont les opportunités que vous allez pouvoir prendre? C'est extraordinaire maintenant, c'est extraordinaire. La probabilité qu'on se dirige vers peut-être une récession ou un point d'inflexion, ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir dans les années qui viennent. Quelles sont les opportunités que vous allez prendre? Michael est ici. Michael a gagné 47 médailles. En combien d'années? 15 ans. Je peux me relater à lui, parce que j'ai aussi du basket à l'époque. 15 ans. Je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, je ne dis pas dans son cerveau, mais je suis sûr qu'il s'est adapté. Et puis quand il y a 15 ans derrière, quand il a commencé à faire de la lutte, il utilisait certaines techniques. Puis ensuite, comme il gagnait, les gens ont copié sa technique. Ils ont copié votre produit. Puis il s'est dit, je vais m'adapter, donc du coup, je vais faire un autre truc. Il a de nouveau gagné. Puis les autres ont dit, mais voilà. Donc, il s'adapte sans arrêt. Si tu ne t'étais pas adapté, jamais tu aurais tout gagné. Je me trompe? Ben vous, c'est la même chose. Vous êtes tous des Michael. Puis, si vous ne vous adaptez pas par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'environnement, d'ailleurs, c'est Mike Twain qui disait, hein, il disait, celui qui survit, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus agile. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Alors, pour résumer, votre cerveau, regardez vos peurs, regardez les opportunités qui vont venir. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On va utiliser moins d'énergie. Ça va être très compliqué. Mais si vous êtes un peu agile et si vous arrivez à trouver des solutions, il y a des opportunités.